Un soir, presque comme les autres, à Stockholm, en Suède. J'ai reçu des informations concernant une possible fusillade dans le quartier de Hammarby-Sjöstad. Alors on va aller sur place, voir ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on a affaire à une nouvelle nuit tragique à Stockholm, comme il y en a souvent. C'est un personnage comme on n'en rencontre que dans les quartiers les plus violents du Brésil ou des États-Unis. Employé de bureau le jour, Michael est paparazzi la nuit. Dès qu'un crime est signalé sur les fréquences de la police, il se rend sur place aussi vite que possible. Sur cette application, je peux aussi suivre le trafic aérien. Je peux suivre en direct les hélicoptères de la police. Quand je vois qu'ils tournent en rond comme ça, c'est souvent qu'il y a eu une fusillade. Michael a 80 000 abonnés sur son compte Instagram et ses publications ont de plus en plus de succès. Ça s'est passé il y a environ 40 minutes. Quelqu'un a tiré plusieurs balles à travers la porte d'un appartement, juste ici. Passez sur le trottoir d'en face. La fusillade n'a pas fait de victimes, mais elle a mis en émoi un des quartiers les plus huppés de la ville. Reculez s'il vous plaît, reculez. Laissez-nous travailler tranquillement. Les voisins sont stupéfaits par l'irruption des armes à feu au pied de leur immeuble. C'est insensé ce qui arrive. Il y a seulement quelques années, on était l'un des pays les plus sûrs du monde. Cette femme a été sortie du lit par les détonations. Il y a des fusillades tout le temps. Ils sont complètement fous. J'ai peur pour mes enfants. Au fil des nuits passées dans le sillage des policiers, Michael est de plus en plus inquiet. Depuis le début de l'année, j'ai couvert 20 à 30 fusillades. C'est juste celle que j'ai couverte moi, mais c'est bien loin d'être le nombre total d'incidents. Depuis 2022, le pays enregistre chaque année plus de 300 règlements de compte entre bandes. Avec 4 morts par million d'habitants, contre 1,6 en moyenne en Europe, la Suède est devenue championne des morts par arme à feu. Pour les Suédois, le réveil est brutal. La Suède, le pays de Volvo et d'Ikea, ses forêts à perte de vue et ses milliers de lacs. Le pays d'Abba. C'est une des dernières monarchies d'Europe. Le royaume a longtemps été le berceau du bien-être, de l'État-providence et de la prospérité. Champion de l'accueil des immigrants, en Suède, 1 habitant sur 3 est né à l'étranger ou enfant de parents nés à l'étranger. De l'activiste écolo Greta Thunberg à la Gay Pride, le pays est réputé progressiste, tolérant, inclusif. Depuis 2018, c'est aussi devenu le pays de l'ultraviolence. Ces 3 dernières années, le pays a enregistré 1200 fusillades, 345 attaques à l'explosif et 175 morts. La Suède fait face à une montée de la violence inédite entre des gangs qui se disputent le trafic de stupéfiants. La Suède est un pays de drogue. Tout le monde se drogue. Et il y a énormément d'argent à gagner avec ça ici. En septembre 2023, le Premier ministre conservateur appelle au secours. J'ai convoqué le chef de la police nationale et le commandant en chef pour voir comment les forces armées peuvent aider la police dans son travail contre les bandes criminelles. La police, dépassée, découvre des meurtriers de plus en plus jeunes, d'à peine 15 ans parfois, prêts à tuer contre quelques milliers d'euros. Tu peux avoir 50, même 100 000 euros pour mettre une balle dans la tête d'un mec. Et en plus de l'argent, tu gagnes du respect. C'est de l'argent facile. Dans les quartiers les plus défavorisés, épicentre des violences, une large part des habitants s'estiment abandonnés par l'État. Nous avons mené l'enquête dans les cités et les beaux quartiers, aux côtés des criminels comme aux côtés des policiers, dans les centres éducatifs fermés et dans les pas des militants d'extrême droite qui surfent sur ces violences. Il y a 10 ans, les gens nous voyaient comme des racistes et des nazis. Ils pensaient qu'on était contre eux, qu'on les détestait et que l'on ne voulait pas les aider. Mais aujourd'hui, c'est différent. Comment la montée des violences armées,
a-t-elle fait exploser toutes les certitudes d'un pays longtemps considéré comme un havre de paix? Göteborg, deuxième ville de Suède, c'est le plus grand port de Scandinavie et l'une des places fortes du trafic de stupéfiants dans le pays. Au début des années 2000, c'est là qu'ont éclaté les premières violences entre trafiquants de drogue. C'est là qu'en 2021, un drame secoue toute la Suède. Horrifié, le pays assiste au meurtre d'un policier. Son nom était Andreas Danman. Cet officier de police de 33 ans a été abattu lors d'une fusillade. La scène se passe dans la cité de Biskopsgarden. Alors qu'il discutait avec des résidents, ce policier est assassiné à bout portant par un individu cagoulé. Quelques jours plus tard, un petit dealer de 17 ans est arrêté. À quelques kilomètres, aux portes de Göteborg, au milieu de la forêt, le quartier de Bergsjön. Le taux de chômage est 6 fois supérieur à la moyenne suédoise. 85% des habitants sont d'origine étrangère. La cité est en apparence tranquille, pourtant le quartier vit sous l'influence des trafiquants. Ce sont eux qui ont choisi nos interlocuteurs, ce groupe de jeunes qui gère un point de deal. On a eu l'autorisation de vous répondre par les boss du quartier. Sinon, on ne vous aurait jamais rencontré. Les conditions sont claires, pas d'interview avec les habitants et 30 minutes maximum avant de quitter les lieux. Tarkan, né en Suède, d'origine tunisienne, semble être le leader de la bande. D'emblée, c'est son jeune âge qui nous surprend. Tu as quel âge? J'ai 17 ans. Et ceux qui travaillent avec toi? Ils ont 14, 15, 16 ans. Moi, j'ai commencé à 12 ans, donc encore plus jeune. Ici, on vend de la drogue devant tout le monde. Cannabis, hashish, méthamphétamine, opiacés, kétamine et cocaïne. Les jeunes se sont installés au bord de cette allée. Ils ne se cachent pas, ils font ici partie du paysage. Même les mamans et leurs poussettes ne semblent pas perturbés par la présence de ces adolescents masqués. Les gens n'ont pas peur de vous voir comme ça au milieu du quartier? C'est normal pour les habitants de la cité. Les gens sont habitués et conscients de la criminalité dans le quartier. S'ils parlent avec la police, on va leur rendre visite. Ils devront quitter le quartier et leurs familles seront menacées. Enfants d'immigrés venus d'un peu partout, ces jeunes sont tous nés en Suède, mais ils ont du mal à se considérer comme Suédois. La Suède, c'est pas une société, mais deux. Il y a la jolie société que le monde entier voit et l'autre société, les cités. Et la vie n'est pas facile ici. Les gens ne veulent pas vendre de la drogue. Mais ils n'ont pas d'autre choix. Quand tu grandis ici, ton voisin vend de la drogue. Tout le monde trempe dans des activités illégales. Vous pensez pas que ça serait mieux d'aller à l'école? Certains pensent que l'école va les aider. Moi, j'y vais pas. Ça dépend de ton état d'esprit. Tu peux miser sur l'école ou sur la rue pour te créer des opportunités. La police suédoise estime que 3 jeunes rejoignent chaque jour ces bandes qui sévissent dans les banlieues défavorisées. Ils seraient les petites mains de gros bonnets du trafic de drogue. Pendant plusieurs jours, nous avons multiplié les contacts avec un important narcotrafiquant de Göteborg. Pour s'assurer de notre identité, il a changé à plusieurs reprises la date et le lieu de notre rendez-vous. C'est finalement dans un appartement quasi vide qu'il nous reçoit. C'est de la coke pure à 98%. Vous pouvez venir ici au-dessus pour sentir l'odeur de la coke. Tout ce que nous saurons de lui, c'est qu'il est originaire des Balkans et qu'il a une trentaine d'années. Je vends 5 à 10 kilos de cocaïne par mois. 5 à 10 kilos de hashish par semaine. Et environ 20 kilos d'amphétamine par mois aussi. Il dit bien gagner sa vie et il ne manque pas d'idées marketing pour fidéliser ses clients. Là, c'est de l'ecstasy, 5000 pilules par paquet. Là, je vends de l'ecstasy Super Mario, là du Black Tesla,
Ici du Red Bull, et là en forme de bouteille de Heineken. C'est une manière de vous différencier de vos concurrents? Oui, c'est ça. Sur n'importe quel réseau social, tu peux acheter de la drogue, comme dans un marché. Aujourd'hui, je ne suis plus vraiment sur le terrain à vendre de la drogue. Je gère depuis chez moi. J'envoie des gens livrer pour moi aux adresses des clients. La livraison à domicile implique toute une armée de coursiers pour fournir les consommateurs. Il y a toutes sortes de gens qui veulent travailler pour nous. Des personnes âgées, des pères et des mères de famille, des enfants, tous les âges. Mais les plus jeunes, c'est ce qu'il y a de mieux. On les paye moins, ils sont inconscients et ils prennent plus de risques. Il n'y a vraiment pas mieux qu'eux. Mais vous n'avez pas de scrupules à travailler avec des gens si jeunes? Non. Ceux qui ne veulent pas, ils peuvent toujours rentrer chez eux. Jouer au foot ou jouer aux jeux vidéo. En ce moment, il y a beaucoup de conflits entre les gangs. Et il y a même des conflits internes dans certains gangs. Cette criminalité ultra-violente gagne désormais tout le pays. Aucun quartier n'y échappe, pas même le quartier de Telefonplan, au cœur de Stockholm. C'est là qu'habite Mika, 56 ans. Viens, on va passer par le parc. C'est un des quartiers les plus chics de la ville. Le papa est venu chercher son fils, Louis, à l'école. 1 kilomètre seulement sépare l'établissement de leur appartement. Sur le chemin, 2 règlements de compte ont eu lieu en 5 mois. Il y a eu une fusillade ici, il y a 3 semaines environ. Tout le quartier était sous le choc après ça. On lisait ce qui se passait dans les journaux, mais on n'y était pas directement confronté, parce que ça arrivait dans la périphérie de Stockholm. Maintenant, c'est à la porte de notre maison. Et on doit faire face aux questions de ce petit gars ici, par exemple, qui me demande si cet endroit est sûr ou pas. L'autre fusillade a eu lieu juste là. Un père de famille assassiné en pleine nuit dans une villa. L'épisode avait inquiété toute la Suède. C'est vraiment perturbant de voir comment les choses ont évolué cette année. Mika habite dans ce bel appartement, avec sa femme Anna. Ce couple de Suédois forme une famille recomposée. Ils ont 5 enfants, âgés de 10 à 28 ans. Alors chérie, ça va? Oui. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? On a fait une sortie à l'école, c'était super. Je suis préoccupée parce que la menace s'approche. Elle s'approche de nous, de nos vies. Les gens de la classe moyenne ou riche qui achètent de la drogue de façon récréative, ils cofinancent le crime organisé. Je ne veux pas dire qu'ils ont du sang sur les mains, mais ils font partie du problème. Ce soir, ils ont invité à dîner des voisins, un couple de trentenaires. Salut, viens là que je t'embrasse. Il y a Anne, 29 ans, anesthésiste, et Joël, 27 ans, qui travaille dans la cybersécurité. 2 couples, 2 générations. Mais est-ce que beaucoup de gens de votre âge consomment de la drogue? Oui, beaucoup de gens, mais tout le temps cachés. Tu n'imagines pas ce qui se passe. Les statistiques officielles disent que 3% de la population consomme des stupéfiants. Le nombre d'overdoses en 2023 en Suède, 94 par million d'habitants, est 4 fois supérieur à la moyenne européenne. Pourtant, les violences liées au trafic semblent encore lointaines pour beaucoup de Suédois. Mais les gens s'en foutent parce que pour eux, ce sont des jeunes garçons d'origine étrangère qui se tirent dessus entre eux dans leur cité. Et ils ne se sentent pas concernés parce qu'ils pensent que c'est une société parallèle. Ces jeunes d'origine étrangère qui vivent en banlieue, ce sont les enfants des 1 200 000 immigrés que la Suède a accueillis ces 10 dernières années. Autour de la table, chacun s'interroge. Faut-il réviser la politique d'asile du pays, longtemps la plus généreuse d'Europe? Ce sont des gens qui sont dans le besoin et nous devons les aider, c'est mon point de vue. Mais il faut aussi mettre en place les moyens pour les accueillir correctement, ici en Suède. La plupart des politiciens le disent, ils ont accueilli trop de personnes, trop vite. Dans les années 80, le système social s'occupait de ces enfants et leur proposait des activités. Mais si tu regardes ces quartiers aujourd'hui, ils n'ont plus rien à faire. Tout a été abandonné. À les entendre, l'image d'Épinal d'une Suède longtemps modèle d'État-providence est aujourd'hui dépassée.
C'est un peu comme une maison qui brûle, et on est à côté en train de discuter comment éteindre le feu au lieu d'agir rapidement. Ce constat n'a pas cours que dans les quartiers aisés de la capitale Stockholm. Il est partagé jusque dans les rangs de la police. Uppsala, à 70 km au nord de Stockholm. C'est la plus grande ville universitaire du pays, avec 40 000 étudiants pour 220 000 habitants. Cet homme connaît la ville comme personne, a 56 ans et 40 années de service. Daniel Larsson est le chef de la police d'Uppsala. En ce moment, nous sommes en code rouge. On s'attend à des fusillades à tout moment. À l'image de toute la Suède, cette ville en apparence tranquille subit de plein fouet les violences liées au trafic de stupéfiants. Juste là, dans cette maison, la maman d'un chef de gang a été tuée par balle. Elle était à la fenêtre. Son assassin est arrivé par surprise et il lui a tiré en pleine poitrine. C'est totalement nouveau. Avant, on ne touchait pas aux petites amies, aux épouses ou à la famille. Jamais. Le policier constate un changement aussi radical que sanglant dans le mode opératoire des criminels. Dans un seul but, selon lui, garder sous contrôle les plus jeunes membres de leur réseau. J'ai déjà eu des meurtres d'enfants de 14 ans qui voulaient se retirer du crime organisé. Et pour avoir fait ce choix, ils ont été tués. Le gars qui les a tués a filmé la scène pour envoyer un message à tous les autres. Regardez ce qui va vous arriver si vous ne faites pas ce que je demande. On se croirait en Sierra Leone ou au Salvador. On n'avait jamais vu de crime aussi horrible en Suède auparavant. En septembre 2023, la violence à Uppsala monte encore d'un cran. Dans ce quartier pavillonnaire, un homme est filmé prenant la fuite après avoir placé une bombe dans la maison d'un membre d'un gang rival. L'explosion provoque la mort d'une jeune femme innocente de 25 ans. 10 maisons sont détruites par le souffle. La bombe a été placée entre les deux maisons. Mais la personne qui a placé l'explosif l'a mis sur le mauvais mur. Vous étiez là quand c'est arrivé? Oui, c'était affreux. Je n'oublierai jamais les cris de la mère. Je ne sais pas comment les parents ont fait pour survivre à l'explosion. On espère que ça va aller, et que ce n'était qu'un cas unique, mais c'est horrible. C'était le pire moment de ma vie. Le gouvernement suédois investit des milliards d'euros pour embaucher des policiers. Mais le nombre d'agents, 1,9 policiers pour 1000 habitants, reste bien en dessous de la moyenne européenne, 3,2 policiers pour 1000 habitants. Ce jour-là, les agents ont été appelés à Gottsunda, le plus gros point de deal de la ville. Deux individus suspects habillés en noir, peut-être des guetteurs. Ils se déplacent en trottinette en direction de l'église. Ok, on se dirige dans leur direction. Ça fait un moment que t'es ici? Ça fait combien de temps? 2 minutes. On a reçu un signalement de 2 jeunes en trottinette. Tu les as vus? Non. Ok, merci. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. La police fait face à la loi du silence. Tu n'aurais pas vu 2 gars habillés en noir qui se déplacent en trottinette? Non. Ces jeunes, ils ont des yeux derrière la tête. Ils savent presque instantanément quand on est dans le coin. Et ils disparaissent. Au jeu du chat et de la souris, les dealers gagnent souvent la partie. Daniel Larsson en est parfaitement conscient. Pourtant, la police de proximité reste pour lui l'arme la plus efficace. Il n'y a pas grand monde par ici. Même lorsque la cité semble déserte. Hey. Salut la police! Salut les enfants! Les 2 hommes tiennent à montrer une présence permanente. Bonjour, je peux vous aider? Non, on patrouille juste. Tout va bien pour vous? Oui, c'est calme. Aujourd'hui, les guetteurs resteront introuvables. On va voir s'ils ne nous ont pas crevé les pneus de la voiture. Malgré la mobilisation constante de ces hommes, le policier sait que son pays a besoin de beaucoup plus. Vous êtes optimiste pour le futur? Non.
Non, vous ne l'êtes pas? Non. On ne peut pas réparer le pays si facilement. Ça pourra s'arranger si le gouvernement met de l'argent dans les services sociaux, dans la psychiatrie pour les adolescents. Il faut aider les jeunes en investissant dans le système scolaire et faire beaucoup plus de prévention pour que les jeunes n'entrent pas dans la criminalité. Mais ça va coûter beaucoup d'argent. Et il faut le faire pour au moins les 10 ou 20 prochaines années. Au contraire, ces 10 dernières années, le budget de la protection sociale hors retraite a diminué de plus de 16%. C'était 8 216 € par habitant en 2012, contre 6 849 € en 2022. Sur la même période, le nombre de morts par arme à feu a lui été multiplié par 3. La Suède a vu les armes proliférer de façon incontrôlable. Jalle Poliarevus, le responsable des services de renseignement d'Uppsala, nous emmène dans ce qui ressemble à une armurerie. Sauf qu'il s'agit uniquement d'armes confisquées à des criminels. On saisit des pistolets avec des silencieux. Avant que la balle ne vous atteigne, les gens n'ont pas le temps de comprendre ce qu'il se passe. Vous pouvez seulement entendre... Ça, c'est un pistolet automatique de 9 mm, un Scorpion tchèque. C'est un petit pistolet facile à cacher. Vous pouvez installer un support pour le stabiliser et l'utiliser comme ça. C'est aussi l'une des armes les plus rapides qui existent, capable de tirer 850 coups à la minute. Les raids de la police ont permis l'an passé de saisir près de 2000 armes comme celle-ci. Avant 2015, ceux qui utilisaient ce type d'armes avaient entre 20 et 25 ans. Aujourd'hui, ils ont souvent moins de 18 ans. Certains ont 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ces armes dans les mains des plus jeunes ont favorisé l'émergence d'un nouveau business, celui des tueurs à gages. Regardez cette discussion que nous avons trouvée sur une messagerie cryptée. Quelqu'un écrit « Meurtre pour 20 000 €. Allez à l'endroit indiqué et tuez quelqu'un qui porte une casquette Gucci. Il faudra l'achever si vous voulez toucher l'argent. » Nous voyons un grand nombre de ces messages. Les victimes, souvent très jeunes, sont aussi elles-mêmes impliquées dans la délinquance. Installé en Suède depuis 25 ans, Séverin Tchakouté est d'origine camerounaise. Père de 4 enfants, il menait une vie tranquille jusqu'à cette nuit du réveillon 2020. Aux environs de 3 h du matin, que j'ai été réveillé et qu'il fallait venir vite à l'hôpital. Et puis le médecin nous a dit, c'est moi qu'on attendait parce qu'il y avait une décision qu'il fallait prendre. Son fils est maintenu en vie artificiellement après avoir reçu une balle en pleine tête. La balle était tellement profonde que ça ne servait à rien. La décision était de tout arrêter. Vincent n'avait que 19 ans. C'est quelque chose que je vivrai avec tout le reste de ma vie, quoi. Bon, on doit avoir le courage, la force, parce que j'en ai 3 autres, il faut veiller sur eux. Vincent a eu une adolescence cabossée. À 15 ans, il est condamné pour cambriolage, tir de mortier d'artifice sur la police et délit lié aux stupéfiants. Il s'enfuit de plusieurs institutions pour mineurs où il a été placé, pour rejoindre le quartier de Rinkeby, en grande banlieue de Stockholm, où il a grandi avec sa mère. Ça, c'est Rinkeby. C'est considéré un peu comme un ghetto, qui n'est pas vraiment un ghetto, comme à la française, quoi. Rinkeby est surnommé Little Mogadiscio par les Suédois, en référence à la présence d'immigrés est-africains qui représentent 97% de la population. Cette cité propre, aux bâtiments impeccables, est considérée comme la ville la plus dangereuse de Suède. 10 tués par balle par an, en moyenne, ces 4 dernières années. Vincent était suspecté par la police d'être affilié au gang local des Chotas, un des réseaux de trafiquants les plus meurtriers du pays, très présent sur les réseaux sociaux. Je savais qu'il traînait avec ces gens, mais il me dit non papa, on ne fait rien de mal, c'est juste des amis, voilà, on traîne ensemble, on ne fait pas de trucs. Il avait pourtant passé 1 an derrière les barreaux pour port d'armes illégales. Quelques mois après sa sortie de prison, sur cette vidéo tournée dans la voiture où il se trouvait avec ses amis le soir de son assassinat,
Il portait un gilet pare-balles. Il était garé quelque part là, et quand il s'est fait tirer à la tête, la voiture a roulé quelques mètres, et tous ont pris fuite. Tous les jeunes du coin savent exactement qui avait fait quoi, mais bon, personne ne voulait témoigner, dans une sorte d'omerta. Une omerta que Séverin a tenté de briser en offrant une récompense de 3 000 € à quiconque permettrait de retrouver l'assassin de son fils. Comme personne ne veut vivre les représailles, tout le monde préfère se taire, quoi. Les 7 prévenus dans l'affaire ont tous été relâchés, faute de preuves. Qui sont ces adolescents qui participent à ces règlements de compte meurtriers entre gangs rivaux? Un trafiquant de drogue de Göteborg a accepté de nous mettre en relation avec une bande de mineurs avec qui il est en contact. On est à la station de métro. Je vois Subway, mais je vous vois pas encore. Là, je te vois. Ouais, je vous vois, c'est toi. Le rendez-vous a lieu dans leur cité de Tinnered, devant l'école primaire. Ces jeunes se considèrent comme des mercenaires du crime. Darko, le jeune homme qui nous accueille, est d'origine albanaise. Ses collègues, âgés de 15 à 18 ans, sont aussi des enfants d'immigrés de Somalie, des Balkans ou d'Afrique du Nord. Nos missions sont principalement le transport d'armes et beaucoup de livraisons de stupéfiants. Ça peut être aussi des agressions à main armée. Avec ça, on gagne beaucoup d'argent. C'est facile pour vous de vous procurer des armes? Oui, avec les bons contacts. C'est pas difficile. En 1 heure, je peux en avoir une entre les mains. On a besoin d'armes pour se protéger des autres gangs, surtout pour gagner du terrain en centre-ville. C'est là où il y a de l'argent à faire. Vous ressentez aucune culpabilité à utiliser des armes? Si, on en ressent, mais on n'y pense pas. On pense à ce que la personne a fait. Si lui pouvait nous tuer, il le ferait. La première fois que tu ôtes une vie, ça pèse sur ta conscience et après, ça devient une habitude. Nous n'avons aucune preuve qu'ils aient déjà utilisé des armes pour tuer. Mais les détails de leur discours totalement décomplexés sont glaçants. Et leur usage de la violence, justifié par une seule motivation. Tout ce qui compte, c'est l'argent. Oui, tout ce qu'on veut, c'est de l'argent. L'argent et le pouvoir. Et avec vos parents? Mes parents ont laissé tomber il y a longtemps. La première condamnation que j'ai eue pour attaque à main armée, j'avais 14 ans. Mes parents ont compris que j'étais déjà dans ce monde et qu'ils ne pouvaient rien faire. Je ne peux pas sortir de cette vie. Ça ne s'arrêtera jamais. Soit tu finis derrière les barreaux, ou 6 pieds sous terre. La quasi-totalité des victimes de fusillades sont des membres de gangs qui tombent lors de règlements de compte. Ces jeunes sont embauchés par des garçons à peine plus âgés qu'eux. Anders a la trentaine et déjà 15 ans de carrière criminelle. Mon parcours criminel a commencé quand j'avais 14-15 ans. J'ai tout fait. Extorsion, kidnapping. J'ai participé à la planification de meurtres. Vous-même, vous avez essayé de tuer quelqu'un? Oui, c'est arrivé. Anders a passé 2 ans en prison pour trafic de stupéfiants et possession illégale d'armes. Si on emploie des jeunes, c'est parce que quand on est dans le business comme moi depuis plusieurs années dans la même ville, la police sait qui tu es, où tu es et ce que tu fais. On prend aussi des jeunes femmes pour déplacer des armes ou de la drogue. Elles passent plus facilement à travers les radars de la police. Nous avons rencontré plusieurs de ces jeunes femmes. Certaines ont accepté de nous parler, loin de leur quartier, dans le centre de Göteborg. On est sur des groupes dans des messageries cryptées, où des gens proposent des missions. Ils demandent par exemple de transporter des drogues de Göteborg jusqu'à Stockholm. Il y a des risques, mais pour une livraison, ils peuvent te donner jusqu'à 1 000 €. Et ça, c'est de l'argent vraiment rapide. Il y a aussi des annonces pour tuer des gens? Oui, mais nous, on ne les prend pas.
On prend les choses faciles, genre transporter de la drogue pour aller d'une ville à une autre. Toutes ont quitté le système scolaire, obligatoire en Suède, jusqu'à 16 ans. Les plus âgés disent avoir déjà fait des séjours en prison pour tentative de meurtre ou coups et blessures volontaires. Nous avons pu confirmer leurs propos en consultant leur casier judiciaire, libre d'accès en Suède. Ma mère avait des problèmes d'argent, c'est comme ça que ça a commencé. Tu vois l'argent tomber et t'en veux plus. Et du coup, tu acceptes des missions pour gagner toujours plus. Ça a dû commencer pour moi quand j'avais 11 ans. C'est une bulle. Quand tu es dedans, c'est compliqué d'en sortir. Les jeunes délinquants en Suède profitent d'une loi particulièrement tolérante. C'est tellement facile de gagner de l'argent. Nous, les jeunes, on le fait parce que l'on sait très bien que si on se fait choper, on prendra 4 ans maximum dans un 6. C'est les centres éducatifs pour mineurs. C'est comme un parc d'attractions. Quand on va là-bas, ça ne change rien. En Suède, si tu es mineur, tu peux tuer 10 personnes et avoir 4 ans maximum dans ces établissements. La jeune femme exagère, mais la Suède privilégie clairement la réinsertion à l'enfermement. Un mineur de moins de 18 ans convaincu de crime ne risque pas plus de 4 ans de prison. Et il ne sera pas pris en charge par l'administration pénitentiaire, mais par les services sociaux. Le gouvernement dépense chaque année près d'un demi-milliard d'euros dans des structures destinées aux mineurs délinquants. Les 6. Nous avons pu passer une journée dans l'un de ces centres, à Linköping. L'endroit a des allures de campus universitaire, avec une connotation pénitentiaire. Le directeur nous montre une unité construite en urgence pour répondre à une demande qui explose. Ces 2 nouveaux départements vont ouvrir dans une semaine. Les places ne se libèrent pas aussi vite qu'on le souhaiterait. De plus en plus de jeunes doivent être pris en charge et protégés. Au total, le centre héberge une trentaine de jeunes. Voilà une chambre. Ça ressemble à une chambre d'hôtel. Le délai pour qu'une place se libère est de 2 mois. En Suède, contenir la violence, c'est aussi une affaire d'argent. Effectifs de la police, budget de la justice, prise en charge des victimes, l'État a fait ses calculs. Il faut savoir que ce serait beaucoup plus cher pour la société si ces jeunes étaient dehors dans la délinquance. Un gang composé d'une vingtaine de membres coûte environ 50 millions d'euros par an à l'État suédois. Donc pour moi, c'est un bon investissement de miser sur nos jeunes et de leur donner un meilleur avenir. Nous pouvons filmer dans l'unité numéro 3. 7 garçons, âgés de 15 à 20 ans, y sont pris en charge. Ici, la philosophie n'est pas de punir les jeunes délinquants, mais de les considérer comme des personnes vulnérables qu'il faut aider et protéger. Zaïb, il est 9h, tu te lèves? Pas d'horaire imposé pour le lever, c'est le personnel qui joue le rôle de réveil. Je commence à 10h. Tu peux te lever quand même. Voilà comment on vit. Il y a une télé, des films, des DVD, un lit, ça suffit. C'est pas la prison, c'est bien mieux. Zaïb a 17 ans, il est suspecté de meurtre. Il a été placé en 6 jusqu'à la fin des investigations. Salut Zaïb, comment tu vas ce matin? Tous les jours la putain de même question, toi. Depuis 5 mois qu'il fréquente le centre, Zaïb connaît bien les éducateurs. On dit bonjour Zaïb. Le personnel est nombreux, il y a un encadrant par pensionnaire. Comment ça va ton pied? Tu t'es fait quoi? Je peux même pas marcher. La situation peut toujours dégénérer. Bon, il est où ce putain de docteur? Je te jure, il a 10 minutes pour venir. Sinon, je vais m'énerver. Non, tu ne feras pas ça. Je te promets, la prochaine fois, je demande pas gentiment. Non. Sur les 7 résidents du bâtiment, 5 le sont pour des activités en lien avec des gangs de quartier. Quelqu'un veut du café? Tentative de meurtre, trafic de drogue, violence avec armes, escroquerie ou kidnapping. La plupart d'entre eux ont déjà un lourd passif dans la délinquance. Et ils ont déjà passé plusieurs séjours en centre éducatif.
Chaque nouvel arrivant bénéficie de plusieurs entretiens personnalisés. Est-ce que tu te disputes facilement? Ça dépend. Zoran, 17 ans, est arrivé il y a une semaine. Il faut aussi apprendre à trouver les qualités positives de ces jeunes et les mettre en valeur, au lieu de répéter ce qui est mauvais. Ils le savent déjà, on leur a dit toute leur vie. Valoriser les adolescents pour les motiver. Ingela et ses collègues en font une priorité. Amir, t'as anglais à 10h et maths à 11h. Non, moi j'y vais pas, je reste ici. Non, tu sais ce que ta professeure a dit hier. Tu es proche de réussir tes examens. Pour Eline, l'éducatrice, les 200 mètres qui séparent leur quartier du bâtiment scolaire sont toujours à un moment critique. Salut les mecs! Elle doit éviter que les pensionnaires des différentes unités puissent se croiser ou discuter. Pour ce matin, c'est raté. On tente de les séparer autant qu'on peut, mais ici, dans cette zone, c'est difficile. Ils se battent entre différents gangs en Suède. Certains d'entre eux ont pu tuer le cousin ou le frère d'un membre d'un gang rival. Suivre des cours n'est pas obligatoire. C'est bon, tu commences à bosser? Il me faut un stylo. Mais s'ils acceptent d'aller à l'école, ils bénéficient en retour de certains avantages, comme des permissions de sortie ou des droits de visite. Là, c'est les maths de première année de lycée. Moi, j'ai fini mon école primaire, mais pas le collège, alors c'est difficile. Chaque élève a son professeur particulier. 6 x 6, ça fait... 6 x 3, 18. Des conditions incroyables qui ont un prix. Un jeune ici coûte 1 350 € par jour à l'État et à la commune. Derrière son attitude dilettante, Zaïb sait que ce centre est aussi pour lui un cocon protecteur. Parfois, je me demande à quoi ma vie ressemblera quand je sortirai d'ici. Ici, la vie est belle, j'ai pas besoin d'avoir des yeux dans le dos. Mais quand je rentrerai chez moi, ça ne sera pas pareil. Il faudra peut-être que j'ai un flingue et un gilet pare-balles pour me protéger. Mirko, arrêté pour trafic de drogue et violence armée, en est à son 4e séjour. Il doit sortir dans 5 mois. Depuis que je suis jeune, je suis enfermé. J'ai 19 ans et j'ai rien fait de ma vie. J'ai toujours été en cavale. Ça ne vaut plus le coup, cette vie dans l'illégalité. En plus, maintenant que je suis fiché, la moindre erreur, ça sera la prison ferme. Donc ça aussi, ça m'aide à réfléchir. Mais mon prof est un génie, alors je vais m'en sortir. De retour dans leur unité, les écoliers sont contrôlés. Au-delà d'objets dangereux qu'ils auraient pu dérober dans les salles de classe, les éducateurs cherchent surtout à empêcher des téléphones d'entrer illégalement. Dans l'enceinte du centre, les communications sont interdites. Les contacts avec le monde extérieur doivent être validés par l'encadrement et limités au strict minimum. La cour, cerclée de barbelés, rappelle aux adolescents qu'ils sont privés de leur liberté de mouvement. C'est comme ça qu'on allume nos clopes. Pourquoi? C'est pour la sécurité, parce que si j'ai un briquet, je pourrais foutre le feu à tous les bâtiments, tu vois. L'État a beau mettre les moyens, le système a ses failles. Entre ces murs, des criminels déjà confirmés côtoient des adolescents en simple perte de repères. Des jeunes qui ont commis des délits mineurs côtoient des membres de gangs qui ont parfois commis le pire. Et alors, ils se font des contacts dans le monde criminel et se font recruter comme membres de gangs. Puis, ils commettent des crimes dès qu'ils sortent. C'est le plus gros problème ici en ce moment. Les jeunes, qui font preuve de bon comportement, Zaïb, tu veux parler un peu à ton frère? Peuvent profiter de permissions. Ingela a la main sur une liste restreinte de numéros que Zaïb peut contacter. J'arrive ce week-end. Le contenu des conversations, lui, n'est ni surveillé, ni enregistré. Bien que suspecté de meurtre, pour ces éducateurs, Zaïb est considéré comme un pensionnaire modèle. Moi, je suis là depuis 5 mois. J'ai le droit de sortir tout seul 1 heure par jour. Je peux passer des coups de fil, j'ai une tablette. Je peux rentrer chez moi tous les week-ends. Si tu gagnes leur confiance, ils te laissent plus de liberté. Récompenser le respect d'un contrat de confiance
Cet objectif est l'un des piliers de la politique de ces centres, avec parfois le risque de l'incohérence. T'as pas emmené ton portable? Tiens, je te le donne. Non, pas besoin. Ah, je pensais que tu me faisais pas confiance. Dès les portes de l'enceinte franchies, Zaïb peut à nouveau être en possession de son téléphone personnel, sous les yeux de son éducatrice. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de droits. Mais la difficulté, c'est de savoir où placer la limite entre les droits et la privation de liberté. Mirko a fini son heure de promenade accompagnée. On se voit plus tard. À plus, Mirko. On se voit au centre un peu plus tard. Zaïb a désormais 1 heure devant lui, tout seul. À partir de maintenant, vous pouvez parler à tous les gens avec qui vous étiez en contact avant d'entrer dans le centre. Oui. Je peux faire ce que je veux avec mon téléphone. Appeler mes amis. Je fais ce que je veux. Mais en vrai, je le fais pas beaucoup. D'habitude, je me promène, j'écoute de la musique, puis je rentre. Chez les membres de gangs qui passent par ces centres fermés, le taux de récidive approcherait les 90%. Une partie des Suédois mettent en cause l'influence d'une musique très populaire, le gangsta rap. Cette musique, qui chronique la vie des quartiers défavorisés, est devenue un phénomène de société. Sur les 3 artistes les plus écoutés en Suède, 2 sont des artistes de gangsta rap. Plusieurs d'entre eux ont été inculpés pour des crimes liés à des gangs. En 2021, le rappeur Einar, alors numéro 1 des charts, est kidnappé puis assassiné par un gang. Impliqué dans un volet de l'affaire, Yassine, une autre star du gangsta rap, a passé 10 mois derrière les barreaux. Dans la société suédoise, leur succès fait débat. Ces artistes poussent-ils les jeunes vers la délinquance et l'argent facile? ZE, c'est son nom de scène, Józef Wojciechowicz dans la vie, est une superstar du gangsta rap. D'origine polonaise, il est né et a grandi en Suède. Tu peux prendre la photo, s'il te plaît? Rapproche-toi, frérot. Un grand sourire, les potes. ZE, c'est une collection de victoires de la musique et de condamnations pour vol aggravé et trafic de stupéfiants. Il a passé 1 an et demi en prison. J'aime bien ta manière de poser sur tes chansons. Ça reste bloqué dans la tête. Ça t'emporte, je trouve. Ces jeunes Suédois, fans de l'artiste, fréquentent les beaux quartiers de Stockholm. Vous pensez que le gangsta rap a de l'influence sur les jeunes Suédois en dehors des cités? Oui, bien sûr. N'importe qui avec un portable et TikTok peut y voir des vidéos et écouter cette musique tous les jours. ZE veut se forger une nouvelle image plus consensuelle aujourd'hui, loin de la délinquance. Mais il a construit son succès en se mettant en scène dans des vidéoclips où il fait l'apologie des armes, du luxe et du cash à gogo. C'est pendant son séjour en prison qu'il a écrit son premier album. Quand je parle de mes expériences personnelles, je sais que ça peut aussi aider d'autres gens. Mais dans vos clips, on voit beaucoup d'armes, de l'argent facile. Vous pensez que c'est des bons conseils? Les jeunes peuvent aussi être influencés par Netflix ou par les jeux vidéo violents. C'est vrai que certains jeunes peuvent mal interpréter mes vidéos. Le gangsta rap raconte l'univers de la délinquance, mais aussi une société qui résiste à intégrer ces Suédois d'origine étrangère et qui représente aujourd'hui 1 habitant du pays sur 3. Je ne cherche pas à glorifier le crime. Je raconte juste ce qu'il se passe ici. Si tu cherches une cause au problème de la violence, ce n'est pas vers le gangsta rap qu'il faut te tourner. C'est à l'État de faire le travail. Et il y a plein d'autres problèmes à régler avant ça. Pour lui, le problème numéro 1, c'est le racisme. Si la police nous arrête, ce sera rigolo. On va les filmer, nous aussi. Nous l'accompagnons dans une banlieue de la capitale. C'est ici que j'ai grandi. Il y a des caméras partout. Ils surveillent chaque coin du quartier. Tensta, au nord-ouest de Stockholm, est classé par la police parmi les 3 quartiers les plus dangereux du pays. Quand je reviens ici, j'ai de l'acide lactique dans les jambes. J'ai envie de courir. En fait, c'est du stress post-traumatique. Quand j'étais petit, chaque fois que je voyais la police, je courais, car nous étions dans des affaires louches. On trafiquait, on faisait toutes sortes de choses.
Ici, les habitants sont essentiellement des réfugiés qui ont fui la guerre dans leur pays. Ils ont fermé les endroits où les enfants pouvaient jouer. Avant, tu pouvais jouer au ping-pong, au billard. Il y avait un centre de loisirs. Ils nous ont abandonnés. Et c'est ça qui a tout foutu en l'air. Hé mec, il n'y a pas beaucoup de Suédois ici. L'intégration, c'est un concept qui n'existe pas. Il n'y a que des immigrés ici. Ils ont entassé tous ces gens ensemble, comme des cafards. Le gouvernement le sait, le peuple suédois le sait. C'est juste qu'ils ne veulent rien faire à ce sujet. Cet endroit a été oublié. Dans cette nation, qui a toujours été attentive aux droits de l'homme et fière d'accueillir des réfugiés, l'intégration est à bout de souffle. Apprentissage de la langue, formation professionnelle, aide sociale, regroupement familial, le pays a longtemps été à l'avant-garde de l'accueil des immigrants. Ces 30 dernières années, le Royaume de Suède a accueilli 2,5 millions d'étrangers, fuyant les guerres en Afrique, en ex-Yougoslavie, dans les Balkans et au Moyen-Orient. En 2015 encore, le pays a ouvert ses portes à 160 000 réfugiés syriens, plus que n'importe quelle autre nation européenne. Et puis les centres d'accueil ont saturé, les budgets ont fondu, et le modèle s'est lézardé. Omar El Mali, fils d'immigrés libanais, est né en Suède. Après avoir fait des études de sociologie et de criminologie, il a trouvé un emploi dans les services sociaux d'Helsingborg, sa ville natale. Mais depuis peu, son poste a été supprimé et son quartier décline. C'était une école ici, mais il y a eu trop d'immigrants qui sont venus et il y avait trop de ségrégation à un moment. Il y avait de la criminalité dans l'école. Du coup, les politiciens ont décidé de la fermer et elle est vide en ce moment. Son quartier de Söder était autrefois un secteur multiculturel très prisé. Les coupes à répétition dans les budgets alloués à la politique d'intégration ont impacté en premier lieu les plus défavorisés. À Söder, les adolescents n'ont plus d'endroit où se retrouver. Salut. Salut, ça va? C'est Omar désormais qui se mobilise pour les jeunes de son quartier. Allez, corde à sauter. Avec son ami Mustapha, champion du monde de boxe thaï, ils organisent des entraînements chaque semaine. Youssef ici, il est devenu champion junior de Suède. Et depuis... Ouais, j'ai remarqué. Il cause moins de problèmes. Il se concentre plus sur son entraînement. Et je pense que c'est ça aussi. Il faut montrer aux jeunes de quoi ils sont capables. Oui, il faut qu'ils croient en eux. C'est pas aussi facile qu'on le pense. Je vais pas les faire sortir de la rue et espérer qu'ils viennent à la salle d'entraînement tout de suite. Ils seront toujours tiraillés entre d'un côté la vie dans la rue et nous ici. Je me bats contre des concurrents solides. C'est le cas de Youssef Chama, un jeune Libanais qui a remporté le championnat de Suède à l'âge de 16 ans. Quand je suis venu en Suède, je traînais avec beaucoup de jeunes qui causaient des problèmes et qui tentaient de m'impliquer dans leurs affaires. Mais depuis que je viens m'entraîner ici et que j'ai rencontré Mustapha, ils m'aident beaucoup dans la vie. Les parents d'Omar sont d'origine syrienne et libanaise. Tous deux sont arrivés en Suède il y a plus de 30 ans comme réfugiés. Accueillis à bras ouverts, ils avaient alors aussitôt obtenu un passeport suédois. C'était un pays de rêve. Vraiment super. Et j'aime la Suède. Je suis venue ici sans ma mère. Et je sens que la Suède est ma mère. On m'a aidée. Et au bout de 6 mois, je parlais suédois. Quand Omar est né, ma sœur a dit qu'il avait droit à avoir plusieurs nationalités. Mais j'ai dit non. Omar ne sera que suédois. 30 ans plus tard, Gian a déchanté. Avec son salaire de puéricultrice, elle doit faire vivre toute sa famille. Ses enfants, Omar et Hassan, sans travail malgré leur diplôme, vivent toujours chez elle. On a grandi dans une génération où on nous promettait plein de choses. On nous disait, si vous étudiez, tout va bien se passer pour vous. Avec en tête le rêve suédois de faire des études et acheter une maison et une Volvo. Mais c'était un mensonge.
On se demande comment on va faire pour vivre ici, si la situation empire. Il faut penser à nos enfants, ils sont suédois. C'est leur pays. En Suède, avec la montée des violences, le ton à l'encontre de la population issue de l'immigration s'est durci. Tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, mais la vérité c'est qu'il y a beaucoup d'immigrés qui ont mal agi. D'un côté, je comprends les Suédois, ils en ont assez. Mais il faut qu'eux aussi comprennent qu'ils ne peuvent pas tous nous mettre dans le même panier. Pour l'extrême droite, c'est cette politique d'asile généreuse qui aurait alimenté violence et délinquance. Södertälje, à 1 heure à l'ouest de Stockholm. Cette cité industrielle a connu de nombreux épisodes de violence liés aux gangs. L'extrême droite, ce sont les démocrates de Suède, les SD, deuxième force politique du pays depuis les législatives de 2022. Depuis 3 ans, ils font une percée fulgurante dans les quartiers aisés. Bonjour, vous savez pour qui vous allez voter pour les élections européennes? Non, pas encore. Bonne journée. Ces élus locaux d'extrême droite sont en campagne à la veille des élections européennes. Le programme des SD est clair, la fin de l'immigration et le renvoi d'une partie des étrangers dans leur pays d'origine. Je pense que c'est le meilleur parti en ce moment, les plus réalistes. Après un passage dans le centre-ville, c'est dans les quartiers défavorisés que les SD veulent convaincre. Dans le district de Rona, 90% de la population est issue de l'immigration, taux de chômage 50%. Le SD? Mais il n'y a que des étrangers dans le quartier. On le sait bien. C'est notre groupe d'électeurs qui augmente le plus vite. Mais vous n'êtes pas raciste? Non. N'oubliez pas d'aller voter. Andrea martèle les intentions de son parti pour en finir avec la criminalité, doubler la durée des peines de prison et abaisser l'âge de la responsabilité pénale de 15 à 13 ans. Qu'est-ce que vous pensez de la situation dans la ville en ce moment? Elle n'est pas bonne malheureusement. Ça s'est dégradé beaucoup ces derniers temps. On a peur de sortir quand il fait nuit. Profiter du sentiment d'insécurité de la population est un de leurs meilleurs atouts. Jetez un œil à notre programme et surtout allez voter. De plus en plus d'immigrés de 2e ou 3e génération, ayant obtenu la nationalité suédoise, partagent aujourd'hui les idées de cette droite extrême. Vous parlez suédois? Vous parlez arabe? C'est le cas de Sami, un Palestinien devenu militant dans les rangs du SD. Tiens, c'est notre programme pour les élections européennes. C'est l'insécurité qui l'a fait adhérer au parti. Il y a 10 ans, les gens nous voyaient comme des racistes et des nazis. Ils pensaient qu'on était contre eux, qu'on les détestait et que l'on ne voulait pas les aider. Mais aujourd'hui, c'est différent. Si on regarde où les crimes se passent dans la ville, c'est dans ces quartiers. Et ce sont les étrangers qui habitent ici, qui sont en première ligne face à la violence. Ce ne sont pas les Suédois. Eux, ils ont quitté ces quartiers depuis longtemps. Le SD, parti à l'origine fondé par des membres de groupuscules néo-nazis à la fin des années 80, a depuis poli son image et adapté son discours. Nous avons eu de gros problèmes pour avoir accueilli autant de gens. Mais ce n'est pas les gens le problème, c'est la politique. Moi, je suis venu en 2015. Je me suis battu pour y arriver, j'ai travaillé. Maintenant, j'ai 2 entreprises, presque 25 employés. C'est super. C'est ce qu'on veut des personnes qui viennent ici. Qu'elles fassent un effort, qu'elles contribuent. Je pense pas qu'on doive rester chez soi et vivre avec des aides sociales. Tu es venu là, donc bats-toi. Tu viens dans un pays, tu dois le respecter et respecter ses lois. Vous pensez voter pour eux alors? Peut-être. Entre les militants d'extrême droite et les Suédois qui veulent continuer de croire en leur modèle historique d'assistance et d'accueil, le débat n'a jamais été aussi tendu en Suède.